Événement Foot Express, Radio Espace, Espace TV. Serhou Guirassy, remède aux mots offensifs des Rouges et Noirs. Le Stade Rennais, en panne d'efficacité depuis un moment en Ligue 1 française. Les Rouges et Noirs pourront compter sur le retour au premier plan de leur attaquant Serhou Guirassy, qui revient bien après une blessure qu'il avait tenu écarté des terrains pendant plus de 2 mois. Serhou Guirassy a travaillé dur pour revenir en forme malgré une blessure assez rare au ligament de la cheville. L'attaquant a manqué 11 matchs, toutes compétitions confondues, lors de sa convalescence. De retour depuis 3 matchs, Serhou a des ambitions pour son club. A-t-il refusé de jouer pour le Scilly national suite à la venue mal négociée d'Abdoulaye Touré de Nantes? Le Scilly ou la France? Quel choix à faire? Il est l'invité de Foot Express ce dimanche dès 17h sur Espace avec Paul Fatia Tunkara, Ibrahima Soridi Abiveron, Mahamad Souma et Alseni Baldé. Foot Express, l'émission de référence en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins, vous nous regardez également sur Espace TV. Bienvenue, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de votre émission Les GG. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est évidemment le hashtag Espace GG, ça s'affiche juste en bas de l'écran là. Sinon, le numéro de téléphone qu'il faut composer, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans un instant, je me ferai plaisir de lire quelques messages. Fédération guinéenne de football, s'achemine-t-on vers un compromis? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Rien n'est moins sûr pour le moment, devant donc les tensions entre les deux camps ces derniers temps. Le chef de l'État a rencontré les deux candidats, vous le savez, pour les convaincre à calmer le jeu. Pas de communication jusqu'au début de la campagne proprement dite pour la présidence de la FEGIFOOT. Les discussions seraient allées bien au-delà. Nous essayons de comprendre ce matin. Retour évidemment sur les coulisses de cette rencontre avec Paul Fatia Tunkara qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Évidemment, nous aurons également l'occasion d'évoquer, pourquoi pas, les chances du Scilly national avec l'entraîneur Didier Six. On va rester dans le sillage avec quelques messages que vous avez bien voulu laisser là sur le 657 39 13 13 avec ce premier message qui nous parvient à l'instant T. Bonjour les GG, c'est Dibril Souma depuis Koya, Wankifon en Guinée. Chaque problème est une opportunité pour certains, donc je ne suis pas surpris que d'autres font du corona business, puisque le cas d'Ebola a été une parfaite illustration. Merci beaucoup, Dibril. On reste dans le sillage avec cet autre aussi, Djoumanigui David. Concernant le sujet de Sonfonia, moi je pense qu'au lieu de dépenser donc des milliards pour louer une université privée, pourquoi ne pas construire des bâtiments, des amphis avec ces milliards? Il pose la question. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, il est à Zali, du côté de Nzérékoré. Bonjour les grandes gueules, ça fait peur quand le professeur confond la valeur intellectuelle d'un élève à celle de leur argent de poche. L'école guinéenne est devenue un business de haute qualité, il veut dire. Mamadi Sissé depuis Zali qui nous envoie ce message. On y va avec cet autre aussi, lui c'est Excellence Guinéenne Baldé. Bonjour les GG. Les élections à la FEGIFOOT risquent de rassembler donc à celles de Koro et de Koto, car il y a trop de noms dit, mais s'il y a une possibilité de régler ça entre eux là-bas, tant mieux. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre message évidemment que vous avez bien voulu laisser là. Bonjour Espace, moi c'est CC Jean-Louis Lois depuis Kouria. Nos deux candidats à la présidence de FEGIFOOT doivent mettre la balle à terre. Ils méritent plus. En plus, c'est la Guinée qui gagne. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Un dernier avant de partir avec les tweets. Bonjour les GG, Ahmed Kourouma. Voilà, allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, moi c'est Foudessano depuis Farana. Lamine Koro est en train de récolter ce qu'il a sémé. Donc un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec Djoumanigui David aussi qui nous écrit. Concernant donc le sujet de Sonfonia, je pense que au lieu de dépenser des milliards, je pense qu'on a lu ce message, voilà. Donc on va rester toujours avec ces auditeurs. Lui c'est qui exactement? Bonjour les GG, vous êtes vraiment les meilleurs. Nous
nous vous écoutons bien dans la région de Bokeh, signé Diallo Alpha Saliou, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Un dernier pour la route, Mamadou Lamine Diallo depuis Madina qui nous écrit: bonjour les GG, les universités guinéennes sont... Allez, je comprends pas le message, sincèrement. Appliquez-vous un petit peu quand vous devez nous envoyer des messages. On va rester toujours dans le sillage avec Moria Kaba aussi qui nous écrit du côté de l'UFR. Bonjour les GG, comment comprendre qu'après 10 ans qu'il n'y a aucune université construite dans notre pays, pourtant dirigée par un professeur? Il pose la question. L'école est devenue... l'école est l'avenir d'une société. Un dirigeant qui ne fait pas de l'éducation la priorité des priorités, il est clair qu'il ne se soucie point de l'avenir du pays. Il est temps de se réveiller et de prendre notre destin en main. La Guinée mérite mieux. Moria Kaba du côté de l'UFR. On va rester toujours avec les auditeurs. Maintenant sur WhatsApp évidemment. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages sur le hashtag espace GG avec Poutine du côté de la régie. Ousmane Ogé Nian qui nous écrit sur Twitter entre autres. Bonjour les GG. Les années 70 à Kindia, la famille Nian avait perdu 3 fils et un voisin dû à une grenade qu'ils ont ramassée donc à Gangan lors d'une promenade, tous moins de 15 ans. Hashtag espace GG. Il n'y a jamais eu d'enquête ou de justice. Cette histoire continue de se répéter. Évidemment, c'est l'alerte qu'il nous donne ce matin, cet auditeur. Excellence Timbo le Guinéen sur Twitter. Bonjour les GG. Par rapport à cette explosion de grenade donc, qui a tué ce jeune hier à Kindia, le mari de cette dame doit être mis aux arrêts afin de comprendre son identité. De comprendre son identité, et pour la cause de garder donc cette arme dans la maison, chose qui n'est pas normale. Voilà, c'est les gens évidemment qui nous écrivent sur Twitter. Chèque Diakité qui nous écrit: les innocents meurent tragiquement. Aucune mesure n'est prise en vue de prévenir ces genres de tragédies. A rappeler que 3 enfants ont péri donc dans cette explosion, dans une explosion de grenade à côté de la baie l'année dernière. Ces armes, c'est pour nous défendre et non pour le contraire. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Un autre, lui, c'est Mamadou Ouribari. Les GG, amicalement à vous, à mon avis, il faudrait que ces gens en uniforme se débarrassent de leurs armes une fois le service fini. Rentrez tout simplement à votre domicile par un simple pistolet. Depuis Dakar, lui nous écoute donc, il regarde à la télévision du côté de Dakar. Almami Diop qui nous écrit également: bonjour les GG, qui faisait une grenade en dehors de la zone d'armement au camp militaire. Il pose la question: en 2 ans, nous sommes à la 4e victime d'explosion de grenades. Aucune lumière n'est faite dessus. Nous ne sommes pas en sécurité nulle part aujourd'hui dans notre pays. Voilà, c'est Almami Diop qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage, toujours sur le hashtag espace GG avec Kafumba Ramos Komara qui nous écrit: bonjour les GG, aujourd'hui les armes sont en circulation dans nos quartiers avec les hommes en uniforme comme des bâtons. Et la semaine dernière, un béret rouge a abattu un jeune la semaine passée à Tomboulia, juste après une petite discussion. Donc voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Mohamed au Guinée, un auditeur fidèle. Je me demande comment voulez-vous qu'il y ait une réglementation au sein de l'armée, dans la mesure où on recrute les gens par affinité et dont certains sont déjà des bandits dans la famille avant d'être militaires ou gendarmes. Eh bien, c'est très dommage. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Voilà. Excellence Baldé le Guinéen. Bonjour la team. Cette élection à la Fegui Foot risque de rassembler donc à ça. Ok, je l'ai lu déjà par SMS. Merci à Madame Myriam qui nous envoie ce message, qui partage l'avis de Daouda Mohamed, de Monsieur Daouda. Il est vraiment inadmissible, inconcevable de garder une arme dans la maison, à plus forte raison qu'une grenade où les enfants vivent. À un moment donné, soyons responsables, raisonnables, pour mieux vivre. Que Dieu vous bénisse. François Premier qui nous écrit également: la responsabilité des SDS doit être de mise. Garder donc les armes à travers eux dans les domiciles doit être sanctionné sévèrement. C'est lamentable, il le dit. On reste avec Mohamed le politologue également sur Twitter. Le ministère de l'enseignement supérieur n'a pas la maîtrise de l'orientation des étudiants dans les facs, dans les universités. Donc il y a un deal d'orientation et qui s'y passe, raison pour laquelle
On parle de pléthore. Il faudra donc une disposition pour freiner cela. Ousmane nous écrit sur Twitter: pour détruire donc un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser donc la corruption. Vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé donc par des voleurs. Il vous sera très facile donc de les vaincre, a dit un sage. Un dernier pour la route, Alpha Oumar Bari qui nous écrit également sur Twitter: bonjour les GG. Au-delà donc de l'effectif pléthorique à Symphonia, c'est aussi l'archaïsme des matières enseignées qui ne font pas honneur donc à notre pays et à la population. Il y a des matières qui sont enseignées depuis les années 50, des matières qui ne sont plus rentables. #espace GG. Allez, ils sont très nombreux évidemment à nous écrire. Hein. Merci beaucoup, merci à Alpha Moussa Makadabi qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Les premiers responsables de la situation de l'université de Symphonia sont les responsables de l'université. Je connais beaucoup d'étudiants qui étaient orientés à l'intérieur du pays, mais qui ont arrangé avec le recteur et d'autres responsables. La location d'un bâtiment n'est pas la solution. Alpha Moussa Makadabi, qui nous envoie ce message très raisonnable et responsable surtout. Hein. Voilà. Allez, on reste toujours avec vous sur Radio Espace et sur Espace TV. On va s'inviter dans un instant du côté de la Fédération guinéenne de football. Mais d'abord, mon cher Moussa, oui. Voilà. Quand on est dictateur dans le sang, on restera pour toujours. Hein. Regarde comment il regarde Jacques Liwadino. Allez, on revient, mon cher ami, sur cette enquête. C'est Jacques qui va ouvrir le bal là. Oui, évidemment. Et pourquoi tu t'excites justement? Non mais excité, fais attention à moi. Il ne voulait pas qu'on passe. Eh bien voilà, allez-y. Bon. Mais on ne peut pas passer, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Ce sont des interrogations et il est important. L'importation des médicaments, il faut le dire. L'importation des médicaments. Comment sommes-nous arrivés à 10 grossistes? C'est la grosse question ce matin. C'est lui qui m'a donné cette information-là hier. Oui. Parce que depuis, comme je l'ai dit, depuis 2018, les pharmaciens se battaient pour avoir un nombre beaucoup plus réduit que ça. Oui. Et j'avais rappelé la dernière fois ici que le président de la République avait même pris l'engagement de réduire jusqu'à 3. Ce sont les pharmaciens eux-mêmes qui ont dit non, on peut aller jusqu'à 4 pour obéir un peu au principe qui voudrait que 3 millions de personnes, qu'il y ait une société une société importatrice de médicaments. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, on va demander au ministère de mettre une commission en place qui va travailler sur la restructuration. Ils ont donc décidé de mettre en place un certain nombre de critères. Et dans ces critères, la société qui répondait aux principes qui avaient été établis pouvait être retenue. Finalement, d'après mes informations, lorsqu'on a mis des critères, aucune société ne répondait aux normes. Il y a 2 grosses sociétés qui ne souffrent d'aucune contestation, c'est Laborex et puis Ubipharm, qui sont par ailleurs des sociétés tenues par parce que Ubipharm c'est une filiale d'une société française et puis Laborex est tenu par un conglomérat de sociétés de la sous-région. Il y a plusieurs pharmaciens de la sous-région qui sont actionnaires là-dedans, donc qui travaillent, n'est-ce pas, en Guinée. Maintenant, les autres qui sont venus après ne répondaient pas aux normes. On a demandé donc à ces sociétés-là de voir comment elles pouvaient s'amender pour remplir des conditions. Sauf que de manière assez opaque, on ne sait pas comment on est allé d'abord au-delà du choix du président de la République, au-delà de la volonté exprimée par l'ordre des pharmaciens ou le syndicat des pharmaciens, pour se retrouver avec 10 sociétés. Les informations que nous apprenons, cela, ça peut tout naturellement se vérifier. Il y a que lorsqu'on a décidé de réduire, la promesse derrière, c'était de maîtriser le flux des médicaments. Le fait que les médicaments ne pouvaient plus sortir de ces sociétés pour se retrouver du côté du marché. Mais depuis 2018, depuis 2019, on continue à parler des camions qui se faufilent et qui prennent parfois des destinations. Après, on dit on a rattrapé à Matoto, on a envoyé du côté du camp. Ça veut dire qu'il y a encore un flou artistique autour, n'est-ce pas, du travail de cet ensemble
de sociétés. Et j'apprends aussi qu'il y a certaines sociétés qui ont été retenues. Ce n'est pas caché qu'il y a quand même des gros bonnets qui ont de l'État, de l'État bien sûr, qui ont soit des sociétés ou alors qui parrainent certains propriétaires et entre autres, de au niveau de sociétés. l'État, les gros bonnets. Non mais attendez, soit vous êtes chez les GG, soit vous êtes chez les GG. Non mais arrête de me faire des yeux comme ça. Voilà. Bien souvent, il y a le nom du ministre Diané qui est revenu, mais je crois qu'il ne serait pas seul. Continue de laisser la mine manger son piment dans ta bouche. Comment ça? Les grandes gueules. Ils l'ont traumatisé du côté de la défense, lui. Voilà, non mais vas-y. Il n'a que distribué la parole. Les grandes gueules. Il est terrible. L'armée l'a traumatisé, Moussa Moïse, là. L'armée l'a traumatisé. Non, pas du tout. Mais si, je suis désolé. Ben oui, je parle de l'armée tous les jours. Vas-y, soit c'est les GG, soit ce n'est pas les GG. C'est aussi simple que ça, mon cher. T'as remarqué qu'il tremble dès qu'il entend le mot défense. Les grandes gueules. Allez-y, Jacques Levalino. L'autre indication, c'est... Parce qu'il y a quand même certains produits qui sont soumis à la gratuité. C'est le cas, par exemple, des médicaments qui sont envoyés pour la lutte contre la tuberculose ou contre le paludisme. Pour la tuberculose, on pourrait dire cela ne se vérifie pas facilement, mais il y a des produits antituberculeux qui se retrouvent à des endroits où ils ne doivent pas être, c'est-à-dire dans les mains des commerçants. Ouais. Et donc, s'il y a des sociétés qui ont l'exclusivité d'importer ces médicaments, en réalité, on doit les envoyer directement dans les centres de prise en charge des antituberculeux. Oui. Si on les retrouve dans le marché, c'est que, bien évidemment, il y a quelqu'un, quelque part, qui joue le mauvais jeu. Et par exemple, pour le paludisme, et ça, c'est tout le monde qui peut maintenant se rendre compte, parce que lorsque vous avez le palu, vous payez. Or, pour le palu, on ne devrait pas payer. La prise en charge devrait être gratuite, notamment en termes de produits pharmaceutiques. Donc aujourd'hui, les questions qui restent posées, c'est comment on est venu à 10 alors qu'on avait décidé d'aller à 4 sociétés maximum, voilà, sociétés maximum, sociétés d'importation. Et derrière, ça c'est une contradiction quand même, mais il faut la relever parce que on dit qu'il faut réduire. En même temps, on a une loi sur la pharmacie qui ne prévoit pas de restrictions. Où le président de la République, veut. Oui, la loi ne prévoit pas de restrictions. Il y a la loi sur la pharmacie qui détermine clairement les sociétés d'importation. On dit la fabrication, l'importation, à l'article 74 de la loi. La fabrication, l'importation, l'exportation et la vente en gros des matières premières destinées à la pharmacie peuvent être faites par tout établissement industriel sous réserve de disposer d'un pharmacien responsable de la qualité et à condition que ces produits ne soient pas délivrés directement aux consommateurs. Ce qui veut dire il suffit d'avoir un pharmacien. Et c'est sur cette base que les gens sont allés pour créer plusieurs sociétés. Si le président, il veut céder à la volonté des pharmaciens, ce que nous tous, nous avons estimé juste parce qu'on estime que si on réduit, on peut maîtriser le flux, il faut répartir à la loi, il faut donc limiter là, même si pour ce produit, même si nous sommes dans une économie libérale, mais pour la pharmacie, on va dire, on va mettre des restrictions, on va jusque dans la loi, on prévoit quelque chose qui limite, n'est-ce pas, et qui crée des conditions pour l'importation. Ça pourrait régler beaucoup de problèmes, même si derrière, il y a eu un décret qui a été pris pour réduire, d'après ce qu'on m'apprend. Voilà, allez-y, mon cher Moïse. Il y a un décret qui a été pris, un arrêté ministériel qui a été pris. Il faut noter que Dr Abdourahmane Diallo à l'époque a fait un formidable travail. Il faut le relever, il n'est pas aujourd'hui en fonction, il n'est pas dans le pays, mais il n'y a pas de marché saturé pour un bon produit, comme le disait l'autre, il est à d'autres fonctions, mais il a fait un bon travail avec les techniciens bien entendu du ministère de la Santé qui ont évalué un peu notre secteur pharmaceutique avec les pharmacies parallèles pour comprendre pourquoi on a dit 4 et nous sommes à 10 sociétés grossistes. C'est parce que c'est un secteur tellement puissant. C'est comme, on peut le comparer au secteur un peu à la coalition des armes du côté des États-Unis. Et le lobby qu'il y a derrière ça. Donc c'est énorme, la mine. C'est énorme. En termes financiers, bien entendu. Alors, vous avez la petite piqûre de rappel, elle est importante pour savoir d'où nous sommes partis. Quand vous prenez 9 pays de la sous-région, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Mali, pour une population, parce que l'évaluation a été faite en 2018, pour une population de 16,8 millions d'habitants,
il y a 536 pharmaciens à l'époque au Mali. Il y avait 536 pharmacies. Ils avaient 4 sociétés grossistes pour tout le Mali. Ouais. La Côte d'Ivoire, 24 millions d'habitants, 880 pharmaciens et 4 sociétés grossistes. Le Sénégal, vous avez 4 sociétés grossistes à l'époque. Mauritanie, 250 pharmaciens pour 3 sociétés grossistes. Burkina, vous avez 4 sociétés grossistes pour 241 nombre de pharmacies. Le Bénin, 222, 3 sociétés grossistes. Le Togo, 3 sociétés grossistes. Le Niger, 3. Le Gabon, 75 pharmacies pour 3 sociétés grossistes. Le Gabon, le Gabon j'ai cité. Et vous avez, pour un total, pour ces pays de l'Afrique dont je viens de parler, pour un total de 110,5 millions d'habitants, vous avez 3700 sociétés, 3700 pharmacies pour 30 sociétés grossistes. Et la Guinée, elle, pour près de 15 aujourd'hui. Ouais. À l'époque, nous étions à 11,1 millions. 11-12 millions de Guinéens. Alors, nous avons 400 pharmacies et vous avez société grossiste 97. Ouais. Ça, c'est ce qui était officiel. Ouais. C'est-à-dire que quand vous prenez l'ensemble de ce pays, vous faites la sommation, c'est sans commune mesure, en fait. Donc, là, c'est pourquoi ils ont noté dans le rapport que la Guinée, à elle seule, représente donc tout ce déchet-là de 34 années de libéralisme sauvage qui a donc donné lieu à cet état de fait. Donc ça, c'est très très grave. C'est pourquoi le travail d'évaluation a été fait. Et le travail d'évaluation a permis donc de cerner un certain nombre de mécanismes, notamment dans quelles conditions ces sociétés grossistes étaient créées. Ouais. Vous avez au niveau, par exemple, des critères pour créer la société, une société grossiste. Vous avez des critères juridiques qui sont énumérés. Mais ces critères juridiques ne sont pas du tout respectés. Vous avez sur 100%, 48 sociétés seulement dont les dossiers ont été analysés qui répondent aux critères. Ouais. 48 sur 100%. Vous avez, les critères sont nombreux. Vous avez d'autres critères qui notamment portent sur la part de marché. Vous prenez le marché illicite. Les partenaires qui interviennent dans le marché, qui sont connus ou qui ne sont pas du tout très bien connus par les pharmaciens, ils ont fait l'année d'évaluation, ils ont fait un chiffre d'affaires de 571 milliards 339 millions de francs guinéens. En quelle année? 2018? Oui, 2018. Vous avez ça fait 43,27% de part de marché. Pour des sociétés qui ne sont pas du tout connues. Donc, un secteur qui échappe donc à l'État. En termes de revenus, en termes d'impôts, ça échappe à l'État. Vous avez le marché illicite complètement, donc pas du tout connu, même pas un peu. Ils ont fait un chiffre d'affaires de 749 milliards 217 885 052 francs guinéens, soit 56,73%. De part de marché. Exactement. Donc, pour un total de 1320 milliards, 617 millions 35 604 francs guinéens. Les grands On parle donc d'un secteur névralgique où il y a du blé, où il y a énormément de blé. Donc, c'est pas facile pour l'État, pour le service par exemple du ministère de la Santé, de lutter efficacement contre cela. D'autant plus que l'État n'a pas pris toute la situation en main pour que les produits pharmaceutiques certifiés soient disponibles et à bon marché sur l'ensemble du territoire national. Il y a une forte concentration aujourd'hui de pharmacies. L'évaluation l'a prouvé, de pharmacies à Conakry. Les distances ne sont plus respectées. C'est la même chose pour les stations-service. Il y a une réglementation en la matière. C'est une question de sécurité et de sûreté. C'est pas respecté en termes. Au niveau des pharmacies, c'est la même chose. Vous prenez, il y a une certaine ligne que vous prenez sur les tronçons. Vous verrez qu'il y a 3 pharmacies qui sont presque collées. Alors qu'il y a d'autres secteurs dans la ville de Conakry qui n'ont même pas une seule pharmacie. Et à l'intérieur du pays, comme je le disais hier, c'est encore plus grave. Donc, je ne vais pas citer aujourd'hui le nom des sociétés qui ont été frappées par cette histoire, mais je trouve que c'est au détriment aussi de notre grande société grossiste nationale qu'on appelle la pharmacie centrale aujourd'hui, parce que l'État, au niveau de l'évaluation, avait exécuté un marché de médicaments de 136 milliards 880 millions de francs guinéens, pendant qu'à la même période, la grossisterie nationale, donc la PCG, n'a réalisé qu'un milliard. Vous avez 136 par rapport à 1 milliard. Donc, c'est l'État qui perd de l'argent et c'est la PCG qui ne pourra pas réellement bien jouer ce rôle névralgique qu'il a. Vous avez aussi le rôle du pharmacien qui est le socle de la création de toute société grossiste. Mais le pharmacien, ils se sont rendus compte qu'il est utilisé, il vient de finir ses études, c'est son diplôme qui est utilisé juste
pour parfaire cette situation, pour être réglo vis-à-vis de la loi. Mais il ne bénéficie pas il ne bénéficie pas, exactement. La société n'appartient pas. Ça ne lui appartient pas, il ne bénéficie pas d'une certaine part de marché, d'un certain pourcentage. Pourtant, c'est la loi qui le dit. Donc, le pharmacien, il est noté que le pharmacien est le seul à engager sa responsabilité pour la création d'une société grossiste. La rédaction et la signature de sa propre main de la demande de création après avoir été lui-même désigné par l'organe délibérant. Donc, une société grossiste sur 93 est conforme à ce critère de création. Une société grossiste sur 93, soit 1%. Soit 1%. Donc, il appartient aussi aux pharmaciens. Vous faites des années d'études, des années de privation de beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas, à l'issue de tout cela, être juste, c'est même pas vous qui êtes autorisé, votre diplôme. Je pense que l'État doit pouvoir, l'Ordre national des pharmaciens, ils aiment crier beaucoup, c'est leur responsabilité à ce niveau-là. Il faut demander beaucoup de choses à l'État, mais vous-même à l'intérieur, il y a de la merde à nettoyer. Il y a de la merde à nettoyer. Donc les pharmaciens ou les pharmaciens sociétaires doivent disposer du pouvoir. Ce serait intéressant qu'on puisse inviter Collier dans cette émission. Voilà. Et c'est la loi qui le dit, les pharmaciens ou les pharmaciens sociétaires doivent disposer du pouvoir de décision au sein de ces sociétés, donc doivent être majoritaires. Sur 94 sociétés qui ont été prises à l'époque, seulement 12 sociétés ont respecté ce critère, soit 13%. Donc, les pharmaciens sont utilisés à d'autres fins. Donc, je trouve que c'est... Exactement, il y a un travail sérieux à faire. Quand vous prenez, par exemple, les sociétés qui respectent le circuit administratif, il y a peu, il y a seulement 60, vous avez la moyenne qui est 79%, mais peu respectent cela. Et je pourrais donner plus de détails, mais je pense que si on invite Manizé ici, ça nous permettra d'aller au fond donc des choses. Et pour finir, juste au niveau du cordon douanier, vous aviez à l'époque de l'évaluation 168 sociétés qui ont été ciblées pour un chiffre d'affaires de 925 milliards, plus de 925 milliards. Constat sur le terrain par rapport aux sociétés, parce que le cordon douanier, on s'est dit que c'est par là que tout rentre. Sur le terrain, vous avez d'autres sociétés qui ont été retrouvées, qu'il ne faut pas se passer des 168, qui ont fait un chiffre d'affaires de un peu plus de 123 milliards, soit une différence de 801 milliards de francs guinéens qui échappent donc au contrôle de l'État. Je trouve qu'il y a un travail sérieux à faire à ce niveau-là. Et quand vous prenez, je finis par Salamine cette fois-ci, les critères qui ont été, les critères qu'ils ont mis en avant. Voici le document qui abroge donc l'arrêté A/2021 357 donc du ministère de la Santé. Vous avez le nombre de sociétés ici qui ont été abrogées. Quand vous regardez le nombre, vous avez 40 sociétés. Donc, dans les conditions normales, ça devrait aller plus loin que cela. C'est ce que lui, c'est lui dit. Voilà. Donc, on ne peut pas dire une chose au chef de l'État et aller dire autre chose ailleurs. Donc, on n'a pas eu le courage nécessaire. Et puis, l'évaluation doit permettre de ne pas mettre dehors les pharmaciens attitrés qui ont leur diplôme et qui ont un certain pouvoir de décision au sein des sociétés de grossisterie. Si on fait cela, il y a des pharmaciens donc qui vont se retrouver au chômage. Ce n'est pas du tout normal. Donc je pense qu'au niveau de cette organisation, il y a énormément de choses à revoir et il y va de la santé de tout le monde. La santé publique, évidemment. Moussa Moïsi, là, avec cette enquête à suivre sur Radio Espace. On fait moins sa maline maintenant, hein. Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés. Et ça c'est pour les éviers bouchés. Et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Et on démarre le match dans ce studio, mesdames et messieurs. Direction la Fédération guinéenne de football. S'achemine-t-on vers un compromis? Rien n'est moins sûr, en tout cas, je le disais tantôt pour le moment. Devant donc les tensions entre les deux camps ces derniers temps, le chef de l'État, le président Condé, a rencontré les deux candidats pour les convaincre à calmer le jeu. Pas de communication jusqu'au début de la campagne proprement dite pour la présidence de la FEGIFOOT. Les discussions seraient allées au-delà de la rencontre. Paul Fatia Tunkara, vous le voyez à l'écran, il est avec nous dans ce studio. On essaie d'en débattre dans un instant sur Radio Espace et dans cette émission Les GG. On a écouté l'inspecteur Colombo. Ouais, on a écouté l'inspecteur Colombo, les bras m'en tombent. Ben oui. Non, mais il a parfaitement bien planté le décor. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Je vais tomber un peu sur nos compatriotes ce matin. Il va falloir que l'on change nos habitudes de consommation et que l'on se dise
qu'un médicament, que ce soit pour un enfant, pour un adulte, ça s'achète dans une pharmacie et pas à Madina. Ouais. Voilà, si tu vois que les marchés parallèles, que le trafic prospère, que l'on puisse arrêter des gens qui magouillent ou des camions, c'est parce que nos concitoyens ont pris l'habitude archaïque d'aller s'auto-médicamenter et ensuite d'aller sur les marchés pour acheter soit de faux médicaments, soit de vrais médicaments. Un médicament s'achète dans une pharmacie. Vous avez des professionnels qui sont agréés pour ça et il va falloir que nous, citoyens, changions nos habitudes de consommation. Il a dit quelque chose de très intéressant. Je parle évidemment de la fédération, de l'association en tout cas des pharmaciens. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Absolument. Devant les micros, devant les caméras, on dit mais non, on n'est pas content, on est râleur comme Manier. Moi je l'attends dans ce studio parce que ce qu'il dit ce matin, non mais sincèrement, je suis très déçu. Non, c'est pas lui la cause quand même. Mais c'est lui qui est devant tout le temps les caméras. Non, mais on est d'accord, on est d'accord. À un moment, c'est bien de défendre les gens, mais non. Ça commence à bien faire. L'ami, c'est une saine colère. L'ami, c'est pas normal. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est une saine colère. Voilà. C'est une saine colère, tu as absolument raison. Mais au-delà de cela aussi, quand tu ajoutes, parce que c'est là où l'État, pour le coup on va parler de l'État, c'est là où l'État est défaillant, quand tu as un manque d'information, quand tu rajoutes à cela l'ignorance de certains de nos compatriotes, ça donne des médicaments qu'on va acheter à Madina, dans des conditions d'insécurité absolue, sanitaire absolue. Et puis on a il faut quand même le dire, je l'ai dit hier, nos pharmaciens se sont modernisés, sont des gens compétents. Moi, quand je rentre dans une pharmacie demander un médicament, en général, j'ai les bons renseignements. Donc, il faut que nos compatriotes prennent l'habitude, comme dans un pays civilisé normal, qu'on aille à la pharmacie, chez le médecin, se faire délivrer une ordonnance et ensuite chez le pharmacien pour aller prendre son médicament. Allez-y, mon cher Daouda Mohamed. C'est bien beau de le dire. On a besoin que la population soit saine, que la population ait une santé vraiment qui ne soit pas un mal pour lui. Mais il y a l'autre côté, l'autre problème. Il y a le revenu du Guinéen, ça qui se pose comme problème. Mais aussi, il faut se rappeler que beaucoup de pharmaciens, beaucoup de pharmacies s'approvisionnent à partir de Madina. À partir de Madina. Il y a beaucoup de pharmacies. Voilà. Il y a beaucoup de pharmacies qui s'approvisionnent à partir de Madina. Donc, et je crois que lorsqu'on doit parler de réglementation, il faut aller plus en profondeur. Que les gens ne se limitent pas devant les caméras pour dire que nous devons travailler ceci, nous devons faire cela. Pendant qu'ils marchent sur la pointe des pieds pour aller à Madina, s'approvisionner, venir mettre dans leur pharmacie et dire que nous vendons de la bonne qualité. Quand vous allez, on vous parle des règles, par exemple, de conservation des médicaments, notamment la climatisation à un moment donné, mais qu'il y a des conteneurs qui sont à Madina qui aussi, qui concurrencient des pharmacies, qui concurrencent avec des pharmaciens, avec des pharmacies, mais il faut aussi... Mais t'as vu les chiffres d'affaires? Oui, effectivement. C'est pourquoi j'ai dit hier, on a beaucoup à faire encore parce que lorsqu'on doit démonter tout ce qui est à Madina pour être seulement avec les pharmacies, c'est pas possible pour l'instant. Ce n'est pas possible pour l'instant. Personne ne peut mettre pied là-bas pour démonter quoi que ce soit. Ce n'est pas possible parce que les pharmaciens ont aussi besoin de travailler. Parce qu'un pharmacien ne se limite pas qu'à produire. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. À force d'être dans sans cesse là. Attendez, à force d'être tout le temps dans la critique, on finit par être contre-productif. Je suis désolé. On dit une chose qui est très très simple, mon cher frère. Écoute-moi, c'est pas une question de revenu du Guinéen. Normalement, le réflexe. Ce que je suis en train de dire, quand on est malade, vous rencontrez à Madina. Allez, vous n'avez pas assez de moyens. Vous vous rencontrez à Madina. Pour acheter votre produit, vous y rencontrez le pharmacien de votre quartier qui vient s'y approvisionner. Comment vous aurez le courage de rester toujours dans la pharmacie? Merci beaucoup, Daouda. Allez-y. C'est une réalité qu'il faut carrément admettre. Mais moi, ce que je salue... Laisse Daouda Mohamed en paix. Allez-y. Ce que je peux saluer ce matin, c'est le fait que de 150 sociétés, on puisse aujourd'hui se retrouver avec 10. Maintenant, il faudra... je sais pas, concrétiser, et en même temps parce que je suis convaincu si on a pu avec 150 on peut faire aussi quelque chose avec 10 sociétés. Il faut continuer le travail parce que comme Daouda le dit, c'est une réalité. On ne peut pas dire que oui c'est la santé, on comprend bien, c'est le conseil qu'on donnerait, mais pour empêcher les gens d'aller, il faut déjà qu'il n'y ait pas de vendeurs à Madina ou dans les quartiers, et ça c'est à l'État de veiller. Donc c'est ce travail qu'il faut faire. Ils sont plus forts. Le lobbying est plus puissant, Mafoudia. Non mais c'est vrai, c'est la réalité. Non, c'est puissant comme l'expression que tu as ce matin. C'est vraiment... non, c'est important. Allez. On n'a pas besoin, je vais dire ça rapidement.
compatriotes, est-ce qu'on a mis un pistolet sur la tempe de nos compatriotes pour leur désobliger à aller chercher des médicaments à Médina? Il faut que vous arrêtiez. Il y a un moment donné, il faut que les gens se responsabilisent. Tout et tout, ce qu'on te dit, c'est une réalité. Il y a les pharmacies, il y a les marchés. Merci. C'est pas du gamin, mais la réalité est tout autre, Ahmed. Il faut le comprendre. Accepte qu'on dise cela. Bien. Le gros du travail revient à l'État. Ce n'est pas parce qu'on aime attaquer l'État, mais l'État, là, on a voté, on les a choisis. Bien. On a élu le président de la République. Il a choisi ses ministres. C'est pour nous empêcher des choses comme ça. Bien. Ça revient à l'État. Bien. Allez, continuez les grandes gueules chez vous. Je m'en ferai bien un petit canari. Non mais ça va pas, on est dimanche, t'as pas mieux à faire. Oh, on est dimanche, un dimanche parfait pour m'éclater. Oh, je l'ai échappé belle moi. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Un autre spécialiste à la matière, Paul Fatih Tunkara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour. Bienvenue. À tous. Merci. Dans cette émission, qu'est-ce se passe-t-il à la fédération, mon cher Paul? Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, ce matin-là, c'est l'assemblée extraordinaire qui se tient dans un complexe de la place, histoire de baliser le chemin pour le prochain congrès électif qui doit se tenir vraisemblablement le 30 avril. Ce qui se passe, c'est que le samedi dernier, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a appelé les deux candidats dans la course à ce congrès, KPC et Antonio, à Serotouria. Le président a écouté les deux qui se sont expliqués parce que pour lui c'est une campagne qui prend les allures d'une campagne présidentielle à tête d'un pays et que le congrès électif n'a jamais suscité autant d'engouement parce que chacun y va de son soutien, des observateurs les plus avertis aux supporters les plus insensés, même les artistes s'en mêlent, chacun y va de son soutien avec des banderoles qui voient par-ci, des panneaux publicitaires qui voient par-là. Mais en quoi ça le dérange? Alors, le président, quand il a reçu, quand il a reçu ces deux camps, d'après les indiscrétions, le président leur aurait dit, écoutez, moi je veux pas que vous divisez, que cette jeunesse soit divisée, qu'elle se braque contre moi. J'ai réussi à étouffer le FNDC, j'ai réussi à étouffer toutes les manifestations. Ne me créez pas d'autres problèmes. J'ai une crise sanitaire à gérer, j'ai une crise sociale à gérer. Il ne faut pas greffer une autre crise à celle que nous avons déjà. Donc, évitez de braquer la jeunesse contre moi. Entendez-vous, je ne vais demander à personne de se retirer. Donc je demande à ce que vous décrochez tout ce qui est sport publicitaire, tout ce qui est panneau. Entendez-vous. Et il a ainsi instruit au ministre d'État Thibou Camara de tenter de rapprocher les deux camps. Maintenant, il a reçu les deux candidats à Serotouria. Il a d'abord entendu KPC. KPC, d'après ce que j'apprends, KPC aurait été entraîné comme celui qui partait exposer devant dans une salle de classe sur les griefs, tout ça qu'il fallait mettre à la place publique devant le président. Parmi ces griefs, il est revenu sur la suspension des U17 aux deux éditions de la Coupe d'Afrique de sa catégorie. Ensuite, le fait que la Guinée n'ait aucun poids dans les instances internationales, ni à la FIFA, encore moins à la Confédération africaine de football. Il est revenu également sur le vote contre le Maroc, sur le fait que la Ligue doit encore 2 milliards aux banques pour subventionner le championnat guinéen de football. Il aurait également ajouté les procès perdus par la FEGIFOOT, notamment les procès contre Amadou Diaby, contre Paul Put, contre également Salifou Camara Supervé. Il est revenu également sur la condamnation du code d'éthique d'Antonio Soare pour violation du code d'éthique de la FIFA, même si par la suite, lorsqu'il a pris la parole, lui, il a tenté d'affirmer, de convaincre le président qu'il a été disculpé par le TAS. Sauf que l'autre camp a tenu à préciser deux choses. Le verdict du TAS, d'après le camp de KPC, est nettement différent de celui de la commission d'éthique. Parce que le TAS, c'était pour le congrès électif, c'était pour accéder, bien entendu, au bureau exécutif de la Confédération africaine de football lors du protocole de Rabat qui s'est tenu le 12 mars dernier. Et vous savez, Antonio avait déposé son dossier et que dans une des pièces justificatives, bien sûr, qui composent ce dossier, il aurait tenté d'expliquer, il a expliqué d'ailleurs que il n'est plus dépositaire d'une société de paris sportifs, ce qu'on le reprocherait. Et donc, d'après la commission de gouvernance, le mois
de septembre 2016 compte 30 jours au nom de 31 jours et que c'était 31 jours qui étaient bien mentionnés dans cette pièce justificative. Donc la commission de gouvernance a transmis directement ce dossier au TAS. Antonio Soare a saisi le TAS et il a été disculpé. Alors, le camp d'en face a précisé que le verdict du TAS, le TAS a jugé en fait la forme et non le fond. La forme parce que la commission de gouvernance après travail devait transférer le dossier à la commission de contrôle. C'est à elle maintenant de saisir, de renvoyer ce dossier au niveau du TAS. C'est comme si la même commission de gouvernance jugeait et instruisait le même dossier, ce qui constituait une entorse à l'éthique. Donc, le président Antonio a tenté de se justifier auprès du président de la République. Ensuite, il est revenu sur la société de paris sportifs. C'est là, d'après mes informations, que le président l'aurait stoppé. Non, ne viens pas sur ce terrain. Ce que je te demande, je ne demande à personne de se retirer. Ne parlons pas de cette société de paris sportifs ici parce que, voilà, n'allons pas du tout sur ce terrain-là. Je demande à ce qu'on décroche tout ce qui est banderole, tout ce qui est panneau publicitaire, tout ce qui est spot publicitaire. La campagne n'a pas officiellement commencé et le 4, la campagne va officiellement commencer. Demandez à tous vos courtisans là et de se calmer et de sonner la fin de la récréation. Voilà, donc ceci dit, les non-dits, tu continues toujours là-dessus parce que quand tu parles de cette société sportive, je parle de Guinée Games, entre autres, vous n'êtes pas cité. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'autre côté? Parce que d'autres informations, moi, j'ai pas compris, par exemple, que Bantama n'aurait pas assisté, je vais dire, à cette rencontre. Son rôle, c'est quoi finalement à la fin du compte? Il a un parti pris. Non, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se spécule au sein de l'opinion. La rencontre, c'était entre les deux candidats, KPC Antonio, et parce que le président avait besoin de les entendre. Je vois. Et au sorti de cette réunion, il a exigé à ce que Salifou Camara Super-V soit présent à la prochaine rencontre. Il n'y était pas. Il n'y était pas. Il était censé d'être là, normalement. Il était censé d'être là. Mais sauf que, bien qu'il n'y était pas, le président avait eu vent quand même de toutes les informations. Il avait eu connaissance, c'est quand même le président a compris qu'il est bien informé de ce qui se passe dans l'affaire du football, surtout dans cette affaire de Feguifoot, de ce congrès-là. Il est très bien informé, il a écouté chaque candidat et il a demandé à chacun des deux de calmer, de sonner la fin de la récréation. Justement, les noms dit toujours, si on part dans ce contexte-là et que demain, Antonio se trouve président, il s'est élu président de la Feguifoot, est-ce qu'on risque quelque chose, mon cher pour parce que rien n'est clair là. Alors c'est cet argument que défend l'autre camp, parce qu'en fait l'autre camp sort un argument selon lequel le président de la Feguifoot s'est rendu coupable d'entorse à l'éthique et que la commission d'éthique de la FIFA aurait sanctionné le président de la Fédération guinéenne de football qui aurait plaidé coupable et qui aurait été condamné à payer une amende de 20 000 francs suisses. Alors, selon... À la Bolloré, quoi. Oui, de 20 000 francs suisses. Maintenant, selon le camp d'en face, qui s'appuie sur l'article 133 des statuts de la Fédération guinéenne de football, alinéa 4, je cite, les membres du comité exécutif doivent satisfaire aux exigences suivantes: être de nationalité guinéenne et résider de manière permanente sur le territoire, jouir de ses droits, ne pas avoir précédemment été jugé coupable de toute affaire criminelle. Ensuite, le point important, ne pas avoir été jugé coupable de violation du code d'éthique de la FIFA et ou de la CAF et ou de la Feguifoot durant les 5 années précédant la candidature. Donc le camp d'en face s'arc-boute sur cette position-là pour demander une éligibilité du président de la Feguifoot, parce que pour ce camp-là, s'il passe, s'il est élu, s'il est candidat, la Guinée pourrait être exposée à d'éventuelles sanctions et la voie pourrait être ouverte à la mise en place d'un comité de normalisation, ce qu'on ne souhaiterait pas. Voilà. Justement, allez, dis-moi. Alors moi, ce que je voulais comprendre, c'est parce que quand on sait le choix de KPC de se lancer, pour beaucoup, c'est parti de certaines guéguerres. Peut-être Lamine a tout été de toucher. Le président
il a carrément ignoré ce côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a quand même essayé de comprendre les raisons qui peuvent exister autres que les motivations pour le football guinéen? Alors, lorsque le président... Pourquoi on en veut point, enfin, je veux dire, à ce point, Antonio? Quand le président, bon, ça je saurais répondre, mais quand le président a écouté KPC, a écouté plutôt Antonio a rappelé que KPC a démissionné de la Ligue au moment où cette institution avait énormément besoin de lui. Et encore, les arbitres réclameraient une ardoise de plus d'1 milliard à KPC parce qu'il avait quand même doublé les primes des prestations des acteurs du football, que ce soit les arbitres, que ce soit les commissaires du match. Et plus loin, Antonio a rappelé au président que le KPC n'aurait pas respecté son engagement parce qu'il s'était engagé à ne pas se présenter. Maintenant qu'il ne comprend pas pourquoi ce rétropédalage de son candidat. Après, il y avait eu des arrangements bien avant. Justement, d'après ce qu'Antonio a fait comprendre au président Alpha Condé, mais bien avant, c'est le général Mathurin Bangoura qui a fait une sortie pour dire effectivement, les deux s'étaient entendus d'accompagner le président Antonio au niveau de la CAF et de préparer le chemin à KPC pour reprendre le flambeau de la Fédération guinéenne de football. Mais après, il ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce rétropédalage. Maintenant, il y a eu cette conférence de presse dans un complexe culturel de la place. Les deux partis ne se sont pas ratés. Également, à cette conférence de presse, on a entendu le président de la fédération dire que pour le moment, personne n'est candidat. Pour le moment, personne n'est candidat. Ça veut dire que, voilà, il dit personne n'est candidat et on attend que la campagne soit lancée. Si campagne a lieu, ça c'est important de signaler, si campagne a lieu, et de l'autre côté, c'est KPC qui prend la parole pour dire on n'a pas besoin aujourd'hui de fournir assez d'efforts pour connaître ou pour comprendre les statuts de la FEGIFOOT, de la FIFA. Il vous suffit juste d'entrer dans Google, vous tapez statut de la FIFA et tout ça. Ça veut dire que chaque occasion qui s'offre à ces deux candidats, c'est du clash. Il se loupe pas. Il se loupe pas du tout. Il se blesse. Il se blesse, Oui. Allez-y. Alors, l'autre question, le président de la République les reçoit aujourd'hui. Est-ce que cela pourrait avoir d'autres risques aux yeux de la CAF ou de la FIFA? Le fait de les recevoir en soi, c'est pas mauvais parce que quand même il fallait sonner la fin de la récréation, tout ça, avec tout le bazar qu'il y avait dans la cité. Maintenant, on espère que le président ne va pas pousser le piston plus haut. Parce que s'il le fait, n'oubliez pas que quand même la CAF et la FIFA ont un droit de regard sur la gestion de notre football et pourraient interpréter cela comme une immixtion des pouvoirs publics dans la gestion du football. Ce qui, par conséquence directe, pourrait exposer la Guinée à une sanction ou à une mise en place du comité de normalisation, ce qu'on ne souhaite pas. Allez-y, Moussa. Attendez, pour parler de retrait de candidature, d'éligibilité, il faut quand même savoir quel est l'organe qui valide les candidatures. Quel est l'organe qui le fait? C'est la FIFA. Ce sont ces commissions qui vont être mises en place aujourd'hui. Au niveau de la FEGIFOOT. La commission discipline, la commission électorale et ainsi que la commission la commission de recours. La commission de recours qui n'existait pas. Vous savez, c'était le même problème avec Amadou Diaby. Les mêmes qui ont jugé, ce sont les mêmes qui ont instruit le dossier, ce sont les mêmes qui ont jugé. Et le TAS a alors jugé cette procédure de biaisé et qu'il fallait reprendre le dossier, qu'il fallait reprendre une nouvelle instruction. Donc pour le camp d'en face, c'est le même cas de figure qui s'est produit au niveau de la CAF. La commission de gouvernance a déclaré Antonio inéligible. Il fallait saisir la commission de contrôle qui à son tour allait saisir le TAS. Mais ce n'a pas été le cas parce que pour le camp d'en face, la commission de gouvernance était intimement convaincue sur la base des éléments de preuve, des pièces de conviction dont elle disposait, qu'elle allait avoir gain de cause au niveau du TAS. Mais en même temps, Paul Fatia, au niveau sportif mondial, quelle est l'instance supérieure pour connaître des litiges au niveau du football? C'est la FIFA. C'est le TAS ou pas? Oui, c'est le TAS. C'est pas la FIFA. C'est le TAS. Oui, attendez, oui. La commission d'éthique du TAS. Quand elle délibère et que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous pouvoir en cassation, vous pouvez également saisir le TAS. Maintenant. Et lorsque le TAS rend donc une décision, parce que quand même j'ai pu un peu me renseigner, on se rend compte qu'au niveau du TAS, même les juges qui connaissent leur dossier, vous ne les rencontrez presque jamais, vous ne savez pas d'où ils viennent. Ils sont choisis sur un critère qui est tellement bien huilé qu'il n'y a pas moyen même de les corrompre. Il n'y a pas de possibilité. C'est pourquoi, quand ils rendent cette décision, et je pense qu'à ce niveau-là, il a été lavé de tout soupçon. Oui.
Oui, mais exactement, sur la forme. Sur la forme, mais pas sur le fond. Pas sur le fond. Voilà. Tu défends ton candidat, sur la forme, mais sur la forme. C'est pas possible. Sur la forme, on a recusé, il a été déclaré éligible, ce qui lui a permis de candidater pour le bureau exécutif de la CAF, même si après il a été copieusement battu par son challenger, par son rival. Voilà. Allez-y, Moussa. Oui, il faut d'abord que j'en prenne tout petit peu connaissance sur... parce que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est un peu l'immixtion des politiques dans le football, que ce soit sur le plan national ou sur le plan mondial. Sur le plan international, on a vu ce qui s'est passé au niveau de la CAF avec ces arrangements. Il n'y a pas eu d'élection. Et on se rend bien compte que au niveau national, beaucoup s'attendaient à ce que le président Alpha Condé demande à l'un des candidats de retirer donc sa candidature. Ouais, mais le fait pour lui déjà de le recevoir, je trouve que en somme, il y a une immixtion. Il y a une immixtion, quoi. On aurait pu s'en passer. Non, le président. Attendez. Le président de la République est soucieux de l'image que nous donnons à l'international. Quelle est cette image? Attends, laisse-moi terminer. Non, laissez parler. L'image, c'est que cette campagne. Il veut conforter son pouvoir également. Et aussi, peu un peu dans il s'est rendu juste compte qu'il y a des hommes qui sont plus populaires que lui. Et le politique. Et du coup, l'élection est passée. Donc c'est le seul qui puisse battre campagne dans ce pays. D'accord. Maintenant, non, ça n'a rien à voir. Tout ce que vous faites sur le territoire national, le président Alpha Condé le voit sur le président de la politique. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, mais lui, il a sa tête partout, il a des panneaux partout. C'est qui ça? C'est qui le chef ici? Donc je trouve que c'était pas vraiment une rencontre qui a fait avancer le football. Je ne trouve pas. On peut parler? Allez, non, on n'a qu'une minute. Allez-y, Ahmed, 30 secondes. 30 secondes. Le foot et moi, d'abord, j'avais dit ici que ça finirait en bain de sang. Je l'avais dit. Je m'en souviens très bien, je l'avais dit. Bref, ce que je dis, c'est que le président de la République a bien fait de convoquer les deux belligérants parce qu'on commençait à devenir la risée et du football mondial et du football hexagonal. Et puis ensuite, c'était tout sauf une campagne, c'était de la propagande. Tu vois sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de s'insulter, s'invectiver. C'est pas de la com, ça. C'est de la propagande façon années 70 où comme tu l'as dit, chaque client qui veut ramasser un peu d'argent chez Antonio ou chez KPC, il va de son soutien. C'est du mercantilisme propagandiste et ça devenait insupportable. Et moi, j'estime que le président de la République a eu raison de convoquer les deux belligérants pour les remettre, je finis, merci, pour les remettre à leur place. Le travail qui a été fait par le général Mathurin. Je trouve que c'est un homme qui est quand même qui s'est beaucoup engagé et très tôt il a compris cette histoire. Sauf qu'on l'en veut beaucoup sur le choix de Paul Put, de Didier Six. Oui, mais en même temps très tôt il s'est réveillé et il a pris sur lui la décision d'agir. Il a fait la même chose autant avec l'affaire Amadou Diaby. Je trouve quand même que c'est ce travail qui est assez. Lui il est du sérail, il est du domaine. Et là on l'en veut énormément sur le choix de Didier Six parce que c'est une autre erreur de casting. Le sélectionneur du Sili national de Guinée qui se fait passer pour un agent de joueur pour demander de placer des joueurs comme Mamadou Kane, comme Kamsomara. Voilà, écoutez, j'ai des pépites ici qui ne sont pas des pépites en réalité, qu'il n'arrive même pas à définir, dont il n'arrive même pas à définir le portrait. C'est un habitué des faits, le sélectionneur Didier Six. On se souvient comment il a quitté à la tête de l'île Maurice. Il s'est rendu coupable de grosses déconvenu du côté donc lors du tournoi de la COSAFA. C'est une compétition amicale qui met en conclave les différentes sélections de l'Afrique australe. Didier Six qui entre en altercation. Oui, il entre en altercation avec les arbitres. On le suspend pour toute la compétition. Il revient sur le banc de touche. Il sort la cigarette pour fumer. Il demande à tous ses joueurs de quitter le terrain. On recrute un tel entraîneur de surcroît. On lui offre un contrat de 3 ans. Il se comporte ainsi. Voici une autre grosse erreur de casting. Je ne souhaiterais pas, parce que ici on a sonné l'alerte lorsqu'on a recruté Paul Put, qui traînait des casseroles, qui avait un passé assez sulfureux. On l'a recruté, on lui a déroulé le tapis rouge, on lui a offert un compte paradis pour un bilan mitigé et il nous a offert ce scandale du côté de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. On n'a pas tiré les enseignements, on a fait venir Didier Six, on lui offre un contrat de 3 ans de 30 000 €. Bien. Et aujourd'hui se comporte la sorte. Merci. Une grosse erreur
de casting de la part de ceux qui l'ont recruté, et particulièrement le général Mathurin Bangoura, parce que c'est lui qui en était le président. Mathurin, voilà, encore lui. Mais il faut qu'il s'explique, tout simplement. Allez, grand merci à vous tous. Mohamed Diaby a réalisé cette émission côté radio. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, général Mathurin, que nous souhaitons avoir évidemment dans ce studio parce qu'il a beaucoup de choses à dire, ce Mathurin Bangoura. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.